Ah, mais je l'avais vu à l'époque, parce que je connaissais bien Piccoli à l'époque, et on a été les voir au théâtre de l'Athénée, où il s'est joué, et c'est vrai que un peu plus tard, j'ai eu la velléité à un moment donné de voir s'il y avait, puis là, les droits étaient pris complètement. Et puis un jour, on a parlé avec Claude Berry, et il m'a dit, il faut qu'on fasse un film ensemble, etc. Je lui ai dit, bah, faisons L'amour est mon métier. Vous savez, le livre de Merle, de Robert Merle, que j'avais proposé aux Américains, qui étaient absolument effrayés. Il dit c'est un personnage très négatif du début au début. Bon. Et puis Claude m'a dit à peu près la même chose. Il m'a dit c'est le personnage principal du livre. C'est le personnage, c'était le directeur du Auschwitz. C'était un peu sa biographie. Et il m'a dit c'est très difficile. Mais est-ce que tu connais le vicaire? Je lui ai dit je le connais très bien, etc. Il m'a dit les droits sont libres. Moi ça m'intéresse. Alors j'ai lu Le Vicaire, et je lui ai dit, écoute, on peut, mais pas, on va faire la pièce, parce que c'est prêtre qui parle avec le pape, comme si c'était son copain. C'est absolument impossible, on va faire autre chose. Je demande à Jean-Claude Grimbert de travailler avec moi, on a travaillé ensemble, et finalement on a choisi deux personnages, qui est l'officier allemand et le prêtre, et on s'est éloigné. Le pape, on les voit très peu, finalement. Et on a fait un film sur la résistance. C'est la résistance des gens qui sont contradictoires et qui n'ont rien à voir entre eux et qui finalement résistent de la même manière à une situation vraiment extrêmement tragique. Voilà. C'est comme ça que l'histoire est partie. Claude a été, quand il a lu le scénario, un tout petit peu étonné, mais il dit, moi je voulais faire un film sur le pape. Je dis non, mais c'est ça le pape. Il est là le pape, mais pas de la même manière de la pièce. Et ça a été, je pense, une très belle aventure à tout point de vue. Non, il était important, comme je disais, que ce dialogue entre le pape et le prêtre n'avait aucun réalisme. Par contre, l'officier allemand Gerstein, il avait une vie. Et Gerstein a existé, c'est à peu près sa biographie d'une certaine manière qu'on a retrouvée. Et puis il y avait aussi le prêtre qui était un personnage plus ou moins de fiction, mais qui, l'auteur Horut, il s'est inspiré de plusieurs cas de prêtres qui se sont soulevés. Enfin, il y en a même un qui était jusqu'au pape. Elle a écrit au pape pour lui dire ce qui se passe à Auschwitz, dans les camps de concentration, et ça n'est pas acceptable. Donc, on s'est axé sur ces deux personnages, l'officier allemand et le prêtre catholique. Deux mondes complètement différents. Et le personnage du prêtre est basé en partie, surtout ce qu'il dit au pape à un moment donné, sur ce qu'a écrit, il s'appelle Scavizzi, je crois, Scavizzi, qui était un prêtre qui était parti avec les soldats allemands contre les communistes en Union soviétique à l'époque, et qu'au retour, il s'est arrêté en Pologne, il a passé des années en Pologne, et là, il a découvert ce qui s'est passé dans les camps. Et il est venu le crier d'abord au pape, et après il a eu une audience, et il a dit au pape. Donc là, c'est des vraies paroles. De même que les officiers allemands, ce qu'ils disent aux cardinaux, c'est pris complètement dans les archives. Je veux dire qu'il était important dans ce film que chaque parole prononcée, surtout à ces niveaux-là, au niveau du Vatican, soit vraiment vérifiée. Non, le film suggère aussi qu'il y a eu un moment la possibilité aux Alliés de bombarder au moins les trains, ou enfin les voies. Ça n'a pas été fait. Churchill s'était expliqué un tout petit peu, on n'a pas voulu entrer dans ça parce que c'était un appendice, il n'y avait pas d'espace pour le film. Churchill a dit à un moment donné, l'essentiel c'était de finir avec Hitler. Voilà. Et tout le poids militaire a été placé dans cette direction-là. Mais il est vrai que beaucoup de monde savait, et c'est lui qui savait le plus, c'était le pape, puisque on peut dire que les catholiques, ils sont partout, enfin, qu'il y a les églises catholiques, ils sont un peu partout, que les prêtres, que les rapports des cardinaux devraient arriver au pape ouvertement. D'ailleurs, on a dit souvent que c'est un film contre l'Église, c'est pas vrai du tout, c'est pas un film, c'est un film sur le silence d'un chef spirituel qui était le pape à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on s'amuse beaucoup avec le pape, il est des sketchs comiques, etc. Non, à l'époque, c'était impossible de faire cela. Donc, c'était une force spirituelle extraordinaire, et c'est ça qui est étonnant, que cette force extraordinaire ne soit pas utilisée, tout au moins en parole. Le discours de Pie XII à Noël, dont on parle énormément, pour moi, il est très clair,
puisqu'il il ne prononce jamais le mot juif. Il dit simplement de peuple, ils souffrent à cause de leur origine, de leur nationalité et de leur race. Il parle aussi des races. Or, il n'y a pas des races juives, il n'y a pas de... Voilà. Donc, il ne les prononce pas. Et puis aussi, parallèlement, c'est que personne ne dit, c'est que dans sa même homélie, après, il condamne le marxisme. Et le marxisme, à l'époque, c'était l'Union soviétique qui est avec les Alliés, qui combattent les Allemands. Vous voyez, c'est un discours qui est utilisé selon... Alors, si on parle, les deux parties du discours, la première partie, qui parle des exactions nazies, et puis, indirectement d'ailleurs, et puis la condamnation des marxistes, ça dit tout sur la position du pape, à mon avis. D'abord, le problème de ce qui se passe dans les camps, qui était impossible, à mon avis, à reconstituer, ou plutôt dans les chambres à gaz, c'était impossible à reconstituer. Et puis, il y avait le problème du nombre. On attend depuis toujours 5-6 millions de juifs. Alors, 5-6 millions, bon, ça ne dit pas grand-chose. Alors, il a fallu trouver des solutions. La solution que je cherchais à trouver, c'était les trains. Les trains, on les voit passer les portes fermées et puis revenir avec les portes vides. Donc, je pense que le spectateur, tout d'un coup, réalise et puis il y en a plusieurs trains tout le long du film qui font ça. Donc, il réalise la quantité extraordinaire au lieu que ça soit juste un simple dialogue. Et puis, l'autre solution qu'il a fallu trouver, c'est l'horreur. C'est vrai que ce qui s'est passé dans une chambre à gaz, c'est absolument impossible à reconstituer. Comme on peut prendre des acteurs avec des enfants nus, etc. Bon, et les mettre là et les faire mourir. Donc, la solution que je cherchais, c'était de voir l'horreur par rapport aux yeux de ceux qui perpétraient les chambres à gaz. Alors, à un moment donné, devant une sorte de huton, ils regardent ce qui se passe dedans, et même eux, ils sont absolument effrayés. Voilà, je pensais que c'était la solution la plus simple et la plus aussi directe pour le spectateur de comprendre un tout petit peu, de saisir l'horreur des chambres à gaz. D'abord, pour le casting, je suis en Allemagne et j'ai vu beaucoup d'acteurs, et notamment Ulrich tout court, et aussi un autre Ulrich, muet, qui fait l'officier, qui fait le docteur allemand aussi, qui est un acteur formidable, qui malheureusement est mort trop jeune. Et puis, il fallait un jeune prêtre. Et moi, je pensais tout de suite à Mathieu Kassovitz, parce que je le connaissais depuis très longtemps, je trouvais que c'était un acteur formidable, et qu'il avait une sorte de fraîcheur, une sorte d'innocence formidable. Et cette découverte me semblait très importante. Et c'est vrai qu'il a accepté tout de suite. Il y a eu un moment cocasse avec Claude Berry. Il m'a dit, mais il est juif. Alors je lui ai dit, alors il pensait qu'il pouvait... Enfin, c'était une réaction, comme ça, plutôt sentimentale. Mais c'est vrai que je pense que c'était un très bon choix pour les deux, pour les trois d'ailleurs.